Bienvenue sur la chaîne Le Prof d'Histoire. C'est la vulgarisation de l'histoire. Si tu veux comprendre l'histoire, t'écoutes cette chaîne. L'histoire c'est partout, l'histoire c'est vivant, l'histoire ça nous entoure. Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne, le prof d'histoire. L'épisode d'aujourd'hui va vous présenter la véritable histoire de la Confédération canadienne. En effet, cette histoire de Confédération a été trop longtemps cachée ou glorifiée par nos manuels d'histoire. Cette promotion du patriotisme devrait être plus nuancée. La Confédération canadienne est beaucoup plus étonnante lorsque l'on s'attarde au contexte historique, aux personnages impliqués et surtout à la débauche qui a convaincu les hommes de pouvoir à fonder le Canada. Restez là. Notre histoire débute en 1864 aux États-Unis, alors que se déroule la guerre civile américaine, aussi appelée la guerre de sécession. Cette guerre a divisé les jeunes États-Unis durant près de 4 ans entre les États industriels du Nord et les États producteurs du Sud qui récoltent le coton. C'est en 1860, avec l'élection du président républicain Abraham Lincoln, que les tensions augmentent entre les États américains. Ce dernier remettait en question le futur de l'esclavagisme aux États-Unis, ce qui a poussé les États esclavagistes du Sud à organiser une séparation ou une sécession avec le pays. Ces États dépendent de leur main-d'œuvre composée essentiellement d'esclaves pour récolter, entre autres, le coton qui pousse dans leurs champs. Durant cette période, la nouvelle machine à vapeur n'est pas encore adaptée pour cette tâche afin d'y remplacer les esclaves qui y travaillent. La majorité des esclaves proviennent d'Afrique et sont amenés de force aux États-Unis. Aussi, le coton que ces esclaves récoltent est essentiel aux nouvelles industries mécanisées américaines. Elles le sont aussi pour celles de Grande-Bretagne. Les usines de textiles qui fabriquent les tissus grâce aux nouvelles machines à vapeur dans les villes industrialisées d'Angleterre enrichissent l'Empire britannique. Ainsi, le Royaume-Uni, qui sera officiellement neutre dans cette guerre civile américaine, appuie dans les faits les États esclavagistes du Sud qui produisent le coton qui est importé chez eux. Le président Lincoln veut empêcher cette sécession par la force armée, et la guerre civile entre les États du Nord et les États sudistes débute le 12 avril 1861. Les nouvelles armes modernes perfectionnées grâce aux nouvelles usines et aux procédés de métallurgie rendent les combats très meurtriers. Les stratégies militaires ne se sont pas adaptées aux nouvelles armes, de leur précision ou encore des tirs à répétition, ce qui envoie des milliers d'hommes à la mort. C'est ainsi que se fragilise l'avenir du libre-échange entre les États-Unis et les colonies britanniques d'Amérique du Nord, pour bientôt être abandonnées. Il est donc temps pour les colonies britanniques de cette période, comme la province du Canada et les colonies maritimes, de trouver de nouveaux partenaires commerciaux pour leur survie. Les colonies d'Amérique du Nord britannique ne sont pas les seules menacées par la décision économique des États-Unis. Les investisseurs privés de la jeune compagnie de chemin de fer, le Grand Tronc, créée en 1852, sont aussi menacés par la faillite. Plusieurs politiciens canadiens comme John Alexander Macdonald ou Georges Étienne Cartier font partie des investisseurs. Cartier est même un avocat de la compagnie, en plus d'être le chef du Parti conservateur du Canada-Est, des Bleus. Léger conflit d'intérêts ici, n'est-ce pas? Mais ce sont les mœurs et l'éthique de cette période. Cette compagnie privée cherchait à s'enrichir grâce aux chemins de fer qui permettaient de transporter des ressources et des produits du Canada, mais aussi grâce aux exportations vers les États-Unis. Avec une éventuelle fin des échanges économiques avec ceux-ci, le Grand Tronc et le Canada devront trouver de nouveaux partenaires commerciaux.
Les colonies britanniques des Maritimes sont menacées des mêmes conséquences économiques que celles de la province du Canada. Les politiciens de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et ceux de l'île du Prince-Édouard vont organiser une conférence censée trouver des solutions pour sauver leur économie. Soutenue par le ministère des colonies à Londres, la conférence devait proposer l'union de ces 3 colonies dans le but d'exploiter leur commerce intérieur et d'unir leurs capitaux pour développer de grands projets et défendre leur territoire. C'est la capitale de l'île du Prince-Édouard, Charlottetown, qui est choisie pour une grande conférence des colonies maritimes. L'événement devait durer une semaine, soit du jeudi 1er septembre au mercredi 7 septembre 1854. Profitant de cette opportunité, les politiciens les plus influents de la province du Canada vont réussir à s'imposer à la conférence de Charlottetown, bien qu'ils n'aient pas été invités. Ces Canadiens y proposeront une union encore plus importante. Ces politiciens du Canada-Est et du Canada-Ouest sont divisés par le bipartisme depuis plusieurs années entre les conservateurs et les libéraux. Ces 2 partis politiques s'opposent encore de nos jours pour remporter les élections fédérales au Canada. Au Canada-Est, c'est le Parti conservateur aux valeurs religieuses et plus traditionnelles qui est le plus populaire. Il est représenté par le chef conservateur Georges-Étienne Cartier, un ancien patriote des rébellions de 1837-1838. C'était même un fils de la liberté. Au Parlement, ce dernier a comme allié le chef des conservateurs du Canada-Ouest, John A. Macdonald. Leur principal opposant est le chef des libéraux, celui à la tête du parti Clare Grit, George Brown. Il est le rédacteur en chef du populaire journal Globe, qui propose des idées libérales réformistes. Brown cherche à donner plus de pouvoir au Canada anglophone par une quantité d'élus plus représentative du nombre d'électeurs du Canada-Ouest par la Rep by Pop. En effet, Brown cherche à résoudre des problèmes reliés à la division du pouvoir qui a lieu au Parlement entre les 42 députés des Canada-Est et Ouest. Pris dans une impasse, il propose une représentation plus adaptée à la population, surtout depuis l'immigration anglophone qui s'installe au Canada-Ouest, qui fait dépasser la population francophone du Canada-Est. Étant plus nombreux depuis 1850, à peu près, la population anglophone de l'Ouest devrait avoir, selon lui, plus de députés au Parlement, et donc plus de pouvoir. C'est ce que l'on appelle la représentation par la quantité de la population, ou la fameuse Rep by Pop. Bien entendu, les députés conservateurs, en particulier Georges-Étienne Cartier et ses collègues, s'opposent à cette idée qui les rendrait faibles. Non. Cette division du pouvoir et ces débats d'idées seront interrompus par la guerre civile américaine. Les chefs conservateurs et libéraux du Canada vont donc mettre leur querelle de côté pour trouver rapidement une solution à l'impasse économique qui se prépare. C'est ainsi que John A. Macdonald, Georges-Étienne Cartier et George Brown s'unissent pour résoudre la crise. On appelle cette alliance la Grande Coalition. Ils proposent alors d'unir les colonies britanniques d'Amérique du Nord pour former une fédération canadienne. Cette union permettrait de construire une économie plus forte et de développer un commerce intérieur grâce au développement des voies ferrées et permettre l'achat de territoires comme celui des terres de Rupert, qui appartiennent à la puissante compagnie de la baie d'Hudson. C'est avec cette idée de fédération entre les colonies que les 8 membres les plus influents de la Grande Coalition s'invitent à la conférence de Charlottetown. Ils espèrent ainsi présenter leur idée d'union aux politiciens des colonies maritimes. Pour ce voyage, le navire à vapeur SS Queen Victoria est apprêté. Pour impressionner, mais surtout pour convaincre les politiciens des colonies maritimes, une importante quantité de caisses de champagne d'une valeur approximative de 13 000 $ est montée à bord du navire. Le tout est accompagné d'une cargaison de cigares, en plus des nombreuses bouteilles de vin et de spiritueux. C'est donc un véritable boat party qui vogue vers l'île du Prince-Édouard pour y préparer une impressionnante fête qui devrait plaire aux délégués des colonies maritimes. Après un voyage plutôt agréable, le Queen Victoria atteint Charlottetown le jour de la conférence, soit le 1er septembre 1864.
Brown décrit son arrivée dans ces quelques mots. Notre vapeur jeta l'ancre majestueusement dans le courant. L'allure de vaisseau de guerre de notre vapeur remplit manifestement les indigènes d'un immense respect pour le grand frère du Canada. Je me félicite de cette arrivée imposante. Assurés d'impressionner la population de l'île du Prince-Édouard avec leur arrivée, les politiciens sont surpris par l'accueil qu'ils reçoivent. Ce n'est qu'une simple barque de pêche qui se dirige rapidement à leur rencontre, alors qu'un homme y rame de toutes ses forces. Le Queen Victoria est donc accueilli par un ministre, le secrétaire provincial de l'île du Prince-Édouard, tout en sueur, William Henry Pope, coiffé de son chapeau haute forme et assis sur l'un des barils de farine et de mélasse qui l'entourent dans l'embarcation qu'il avait choisie à toute vitesse. La population de la colonie s'est pourtant rassemblée en grand nombre à Charlottetown, qui compte, à l'époque, 7000 habitants. Les hôtels sont remplis à pleine capacité, n'offrant même plus suffisamment de place aux représentants des colonies britanniques qui assisteront à la conférence. Bien que la ville soit surpeuplée et festive, ce n'est pas pour accueillir la grande coalition canadienne ou les délégués des Maritimes. La foule est plutôt attirée par un cirque, arrivé en ville après plus de 20 ans d'absence. Celui-ci affiche un spectacle qui met en scène une troupe de chiens dressés, des singes farceurs, des acrobates sur chevaux et une danseuse. L'organisation déficiente des colonies maritimes manque de sérieux à l'organisation spectaculaire des représentants de la province du Canada. Les membres de la délégation canadienne dormiront sur le Queen Victoria, qui leur sert donc d'hôtel flottante durant leur séjour à Charlottetown. Peu de temps après leur arrivée, ils seront officiellement escortés à la Province House, où se rassemble normalement l'Assemblée législative de l'île du Prince-Édouard. Ce n'est que le lendemain, durant l'après-midi du vendredi 2 septembre 1864, que la Grande Coalition est autorisée à présenter leur idée de fédération des colonies britanniques. La longue, technique et ennuyeuse parfois présentation doit se poursuivre le lendemain. Le 3 septembre, les 23 participants de la conférence sont invités sur le Queen Victoria pour le goûter de 16 heures. Pour l'événement, ils sont accueillis avec des verres de champagne qui leur sont servis à volonté. L'ambiance est festive. L'ensemble des politiciens présents à cette fête, bien arrosés, sont plutôt jeunes, étant presque tous dans la quarantaine. Ils se rassemblent au grand salon pour conclure des discussions sur l'union des colonies. On y fume des cigares qui sont distribués et l'on poursuit la beuverie avec du vin qu'on y verse à volonté. Quelqu'un aura alors lancé haut et fort comme pour conclure le mariage entre les colonies. Si quelqu'un a quelque raison que ce soit de s'opposer à ce mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Les invités se mettent à rire aux éclats, tout en continuant de fêter, verre à la main, rempli par du vin distribué alors à volonté. La fête aux allures d'une impressionnante débauche sur le Queen Victoria permet aux délégués de mieux se connaître. Cette ambiance défait rapidement les différends entre les groupes de politiciens, ce qui permet une plus grande collaboration pour le reste de la conférence de 1864. La semaine est marquée par une série de banquets gastronomiques, de grandes soirées dansantes et de festivités qui se succèdent. La majorité des politiciens canadiens de cette période sont reconnus pour être de grands charmeurs, mais aussi d'excellents danseurs. Durant la conférence de Charlottetown, il sera convenu d'une confédération, avec la division du pouvoir entre des provinces et un gouvernement fédéral plus centralisateur. Des idées sur le financement d'un chemin de fer intercontinental sont échangées. C'est le principal objectif de la Confédération canadienne. John A. Macdonald et George Étienne Cartier, qui ont investi une partie de leur fortune personnelle dans le réseau de chemin de fer canadien, font pression pour valoriser son importance afin de développer une économie entre les provinces.
De plus, il est envisageable de pouvoir racheter l'immense territoire des terres de Rupert qui appartiennent à la Compagnie de la baie d'Hudson dans le but de continuer la conquête du territoire vers l'ouest du continent et peut-être même jusqu'en Colombie-Britannique. La fête sur le Queen Victoria et la conférence de Charlottetown permettront de construire les bases du Dominion du Canada. Lors de la dernière journée de discussion, les délégués des colonies maritimes s'entendent pour soutenir une fédération des provinces. Cependant, plusieurs détails sur les pouvoirs fédéraux et provinciaux restent à être établis. Une seconde conférence est donc planifiée. Elle se tiendra dans quelques semaines en octobre au Québec. Après s'être entendus durant la conférence de Québec, les pairs de la Confédération canadienne rédigent un projet de loi avec 72 résolutions dans le but de construire une nouvelle constitution. Toutefois, les colonies de l'île du Prince-Édouard et de Terre-Neuve se retirent de l'Union par manque d'intérêt. Après avoir présenté le projet au gouvernement britannique lors de la conférence de Londres en 1866, la Constitution actuelle du Canada est signée en 1867. C'est l'Acte d'Amérique du Nord britannique, ou AANB. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que cette histoire saugrenue de la Confédération du Canada vous a surpris. Il est effectivement inédit d'admettre que les pères fondateurs du Canada aient organisé une ambiance festive bien arrosée pour charmer les politiciens des colonies maritimes. C'est toutefois grâce à cette débauche historique que l'Union des colonies va permettre la fondation du Canada. C'est sur cette impressionnante révélation que je vous dis à la prochaine fois.